Bonjour. Bonjour, Réginald. Bonjour. Réginald. Réginald. En français, s'il vous plaît. J'ai juste une petite question à faire. Premièrement, l'écran ici, ça fonctionne. Bien salué. Ok, excusez. Et puis, on aimerait ça vous demander à celle qui fait le temps d'un contact visuel avec chaque membre de l'équipe avant de baisser leur pancarte. Parfait. Ben, merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Ginette Tremblay de l'IPF et je suis planificateur financier. Bonjour, moi c'est Jenny Provencher, je suis fiscaliste chez Richter et associée chez Oli. Bonjour, Étienne Dufault, fiscaliste chez Mallette à Trois-Rivières. Bonjour, Réginald Pierre-Louis, conseiller en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton à Montréal. Bonjour, Sébastien Durand, conseiller principal en fiscalité à Raymond Chabot Grant Thornton de Montréal. Oui. Parfait. Donc, Monsieur Légaré, vous avez connu du succès récemment lorsque vous êtes parti en affaires et vous voulez maintenant passer à l'étape suivante et permettre à vos enfants de eux aussi connaître du succès. Donc, mon équipe et moi avons travaillé en synergie tout au long du mandat pour réussir à établir une structure fiscale optimale qui répondra à vos besoins. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter les membres de mon équipe. Samuel Brouillard, Caroline Galipo et moi-même, Benjamin Régueur. Donc, vous vouliez transférer votre entreprise à vos enfants et ce, sans aucun impact fiscal. Donc, voici comment la présentation se déroulera. Tout d'abord, nous allons parler des impacts de l'immeuble locatif que vous possédez. Par la suite, traiter de toutes les questions par rapport à l'impôt personnel. Ensuite, aborder l'impôt de votre société. Poursuivre avec une structure de gel successoral que nous avons mise en place. Vous aviez aussi des questions par rapport à un de vos employés clés, M. Jean Brodeur, pour lesquels vous vouliez vous assurer qu'il reste dans l'entreprise. Donc, on va vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et terminer avec d'autres points importants. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Samuel. Merci, Benjamin. Donc, on a remarqué, en analysant les données du cas, que vous aviez été probablement très bien conseillé au niveau autant de la planification fiscale que du calcul de l'impôt pour l'année 2013. Donc, tout d'abord, on va commencer par quelques erreurs fiscales qu'on a remarquées. On a remarqué, premièrement, que vous aviez acheté votre immeuble locatif vous-même, en payant par vous-même, mais au nom aussi de votre femme. Donc, quand vous avez fait votre calcul, vous avez attribué une portion du revenu à votre femme. Par contre, à cause des règles d'attribution, on doit réattribuer ce revenu-là à vous-même. Donc, les règles d'attribution, ça s'applique aux enfants mineurs et à votre conjoint ou conjointe. C'est dans le but, dans le fond, d'empêcher de donner de l'argent à des gens. Donc, entre personnes liées, la loi de l'impôt veut qu'on transige toujours à la juste valeur. Donc, pour les enfants mineurs et les conjoints, il faut que les revenus de biens soient toujours réattribués. Pour la conjointe aussi, il faut réattribuer le revenu des gains en capitaux. Par contre, pour les deuxièmes générations de revenus, il n'y aura pas de réattribution. Donc, c'est pourquoi on a réattribué la portion de revenus qui donne un montant de 1700, un petit peu plus de 1700 $ d'impôt pour vous. Ensuite, on a remarqué aussi que dans votre calcul, vous aviez amorti le terrain. Donc, pour l'impôt, autant qu'au comptable, le terrain n'est pas amortissable. Donc, on a recalculé ça. Ça va vous donner un montant de plus d'imposition de 5 345. Donc, c'est un montant de plus aussi. Ensuite, au niveau de notre solution par rapport à ça, ça aurait été de créer une société de gestion dans laquelle vous pourriez directement rouler votre immeuble et le terrain qui va avec. Donc, l'immeuble, on le roulerait à la base fiscale, à la fraction amortie du coût en capital, de 293 530.
puis le terrain au coût, pour éviter toute incidence fiscale immédiate. Ça vous permettrait aussi, en plus, de ne pas vous imposer immédiatement sur les revenus, de reporter une partie de l'imposition. Donc, de seulement vous imposer sur la partie du revenu dans votre société. Ensuite, au niveau de votre impôt personnel, on a établi plusieurs points qui seraient à considérer. Encore une fois, les règles de réattribution de revenus s'appliquent pour les actions de la Banque Royale que vous avez achetées pour vos enfants. Donc, vous aviez acheté 2000 actions qui donnent un dividende de 2 $ par action. Là, ici, on voit que c'est écrit 4, par contre, c'est une petite erreur, c'est 2 $ par action de dividende pour 3 enfants à 48 %. Donc, c'est un revenu qui vous sera réattribué aussi, dans le cadre des mêmes règles que je vous expliquais un petit peu plus tôt. Ensuite, aussi, on n'a pas noté si vos enfants voulaient continuer plus loin dans leurs études. Par contre, il y a un programme qui existe, le gouvernement donne des subventions pour un investissement que vous pourriez faire dans des placements pour vos enfants. Donc, c'est quand même 20 % de ce que vous allez donner dans le fonds qui peut être donné par le gouvernement. Donc, jusqu'à un maximum de 500 $ par année. Puis, si ce n'est pas utilisé, ce n'est pas perdu non plus. C'est transférable dans votre REER. À partir de 35 ans, c'est obligatoire de le transférer dans les REER. Mais c'est aussi transférable avant si vous décidez de ne pas continuer les études des enfants. Donc, les intérêts et la subvention, à ce moment-là, seront imposés. À moins qu'ils soient transférés dans le REER. Ensuite, on n'a pas noté non plus si vous aviez mis d'argent dans vos REER. Donc, c'est une autre très bonne façon d'économiser de l'impôt. Donc, de mettre la cotisation maximale dans le REER à chaque année. Si on peut continuer. On a noté aussi, dans le fond, le CELI. Vous pourriez investir dans le CELI. Par contre, il n'y a pas de déduction d'impôt à ce niveau-là. C'est seulement les revenus par la suite qui vont être exonérés d'impôt. Il y a aussi plusieurs crédits qui existent pour vos enfants. Donc, s'ils veulent faire des activités sportives, s'ils veulent faire des activités artistiques, un crédit maximal de 500 $ par année ou 15 %. Par contre, ça doit être une activité organisée. Donc, ça ne peut pas être juste à la maison, acheter des biens, puis faire ces activités-là. Ensuite, on a aussi noté que vous avez mis le vin, des vins de grande qualité. Donc, ça, dans la loi de l'impôt, on appelle ça des biens meubles déterminés. Donc, ces biens-là, même déterminés-là, les biens en capitaux sont imposables. Par contre, il y a un minimum pour le produit de disposition et le PBR de 1 000 $. Donc, en dessous de ce montant-là, les gains en capitaux ne seront pas imposables. Et les pertes en capital seront seulement déductibles contre des gains en capital sur des biens meubles déterminés. Donc, c'est important de noter. Puis aussi, au niveau du fractionnement de revenus, votre femme est sans emploi depuis plusieurs années. Par contre, probablement qu'elle est active à l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, vous pourriez verser un salaire dans le but de fractionner le revenu de votre famille. Ça vous permettrait aussi d'augmenter sa cotisation au REER et de verser un REER pour elle. Donc, si on peut continuer. Au niveau de la société, on a noté aussi une petite erreur au niveau de la subvention que vous aviez reçue. Vous l'avez mis en déduction de la base fiscale de votre bâtiment. Par contre, cette subvention-là doit être imposée directement dans l'année où elle a été reçue. Donc, c'est quand même une grosse différence au niveau de l'imposition et du revenu imposable de votre société. Là. Ça augmente de 104 000 le revenu imposable. Donc, c'est un gros montant. Et puis, on a noté aussi au niveau des frais de représentation qu'il y avait plusieurs points. Vous avez ajouté un montant de 13 850. Par contre, il y a plusieurs points qui étaient non déductibles dans ces frais-là, dont les repas personnels que vous avez pris, les billets pour les équipes sportives, l'Impact de Montréal et les billets pour les Canadiens de Montréal qui sont non déductibles dans la société. Puis aussi au niveau des repas avec les clients, c'est seulement 50 % qui est déductible. Donc on ne sait pas quel montant vous avez pris en compte dans le 13 850, mais ce serait plus 17 050 qu'il aurait fallu ajouter au revenu à ce niveau-là. Donc, si on peut continuer. Je vais laisser la parole à Caroline qui va vous parler un petit peu plus au niveau du transfert d'entreprise. Merci Samuel. Donc, c'est ça, vous avez spécifié que vous vouliez commencer à léguer tranquillement l'entreprise à vos enfants, notamment à votre fille. Ici, on vous a organisé
une série de transactions qui va vous permettre de le faire en payant pratiquement aucun impôt et en allant chercher tous les avantages futurs. Parce qu'on a décidé, pour vous, évidemment, en ce moment, vous désirez vendre, vous désirez pas vendre l'entreprise présentement, mais il faut savoir que vous allez avoir besoin de l'argent pour votre retraite, puis cet argent-là, elle est présentement dans l'entreprise familiale. Donc, on a créé des transactions pour vous permettre d'avoir assez d'argent lors de votre retraite aussi. Donc, premièrement, je vais juste vous expliquer, introduire un peu l'utilisation de la DGC. Vous avez parlé que, dans le fond, vous vouliez utiliser la déduction pour gain en capital. Ici, on l'a utilisé à l'aide d'une cristallisation dans la transaction. Je vais tout vous expliquer ça plus tard. Cependant, ici, je voulais juste vous expliquer que si vous voulez prendre la DGC, il faut que vous disposez d'actions admissibles de petites entreprises. Pour ça, eh bien, il y a 3 conditions qu'il faut que la société allait, dans le fond. C'est que vous détenez les actions depuis au moins 2 ans. Ça, vous l'avez. Que 50% des actifs, dans le fond de la juste valeur marchande des actifs, soient utilisés activement au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, ici, un placement ne serait pas admissible pour ce 50%-là. Et au moment de la vente, ça augmente à 90%. Donc, ça peut continuer. Donc, ici, on l'a calculé pour votre entreprise. Premièrement, il faut spécifier qu'on n'avait pas les justes valeurs marchandes de tous les actifs. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a pris en considération le coût. Donc, on l'a calculé pour 2013 et 2012, étant donné que 2013 était non audité. Donc, on n'est pas certain des chiffres, des chiffres que dans les états financiers, en fait. Donc, si on peut remarquer, ici, les actifs admissibles sur le total des actifs, c'est vraiment sur la ligne, si on peut dire, là, de 9,63 pour cette année. L'année passée, c'était 10,73 Donc, ici, c'est certain que ça pourrait changer si on a les justes valeurs des actifs, évidemment. Mais, donc, ici, si on parle en 2013, ça serait admissible étant donné que c'est en dessous du 10 Cependant, étant donné que, justement, comme je le disais tantôt, les états financiers sont non audités, on n'a pas les justes valeurs, on a décidé de prévoir pour vous une purification quand même, et étant donné aussi que c'est près du 10 donc, ce qu'on a fait comme purification, si on peut continuer. Donc, c'est certain que vous pourriez vendre ce placement-là. Cependant, étant donné que c'est un placement qui est quand même assez considérable, tout ça, on n'a pas considéré cette option-là. Ensuite, vous pourriez acheter d'autres actifs admissibles. Cependant, étant donné que ce n'était pas prévu dans les années futures, on n'a pas pris cette option-là non plus. Donc, ce qu'on a fait, en fait, ce qu'on vous conseille de faire, c'est un rachat croisé. Ici, on va vous le présenter plus tard en annexe, les détails de cette transaction-là, mais juste vite fait, dans le fond, c'est que vous prenez le placement et vous le mettez dans une autre société de gestion. Et ensuite, ça vous crée une détention croisée dans les 2 sociétés à l'aide d'un autre roulement que vous allez faire, vous, avec les actions de la société. Et au final, ça donne que le placement il est dans la société de gestion et il n'y a aucun impôt à payer là-dessus. Donc, nous, c'est ça qu'on vous conseille. Comme je vous dis, c'est en annexe. Donc, maintenant, on peut considérer que Pine, c'est certain qu'elle est pure à 100 Donc, vous pouvez utiliser votre DGC. Donc, la première chose qu'on a faite, puis vous allez voir le cheminement au fur et à mesure dans le schéma final, c'est on a fait un remaniement de capital, donc avec l'article 86. Ce que ça fait un remaniement de capital, dans le fond, c'est que ça change les caractéristiques des actions sans changer les bases fiscales des actions. Donc, on a fait ça ici pour amener vos actions ordinaires en actions privilégiées super votantes. Comme je disais, il n'y a aucun changement de base fiscale ici possible. On a fait ça, vous allez voir plus tard pourquoi. Donc ici, la deuxième chose à faire, ça serait que vous rouliez avec 85 vos actions, qui sont maintenant privilégiées super votantes, à une société de gestion. Ici, on en a, dans le fond, la GESCO 2, c'est une société qui a été créée lors du rachat croisé. Et ça, on a mis une GESCO numéro 2. Comme Samuel vous l'a expliqué, on a déjà créé une société de gestion numéro 1 pour l'immeuble de placement, mais on voulait évidemment isoler les risques au niveau de vos détentions personnelles puis des détentions de la société. Donc, c'est pour ça qu'on a fait
deux GESCO séparés. Donc ici, on n'a pas sorti de CAA ni rien. Maintenant, c'est PAIN qui détient, c'est votre société qui détient 100% des actions privilégiées supervotantes et vous détenez 100% des actions ordinaires de GESCO. Donc, ici, on vous a présenté un petit peu les détails du roulement. Donc, la juste valeur marchande du transfert, il faut que ça soit fait à 2,5 millions, c'est-à-dire la juste valeur de votre entreprise. Ça, on a pris en compte que vous aviez été voir un évaluateur d'entreprise pour faire cette évaluation-là. Si ce n'est pas fait, il faudrait que ça soit fait. La somme convenue, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est ici qu'on va cristalliser. C'est qu'à la place d'utiliser... Désolé, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, si ça ne vous dérange pas. Donc, désolé. Ici, ce qu'on a fait, c'est comme ça qu'on cristallise dans le fond. Dans un roulement normal, si on ne voulait pas avoir d'imposition, il faudrait avoir une somme convenue égale au PDR du bien, donc ce qui ne ferait aucun gain en capital. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a créé un en augmentant, dans le fond, la somme convenue de 750 000 pour vous créer, dans le fond, un gain en capital ici de 750 000, étant donné que vous avez une DGC qui est également de 750 000, ça vous crée 0 $ d'impôt. Ici, on n'a pas pris en compte le 50 000 de DGC supplémentaire parce qu'il vient seulement en 2014. Oui, les nouvelles actions reçues, ils vont avoir une juste valeur marchande de 2,5 millions. Le capital versé, il ne changera pas. Et le PBR, avec la DGC, est de maintenant 1,2 million. Évidemment, il faudrait ajouter une clause de rajustement de prix dans cette transaction-là et possibilité de sortir de la CA. Donc ici, on a les impacts lors de la vente des actions. Si vous vendez à l'externe, vous pouvez, votre DGC va être cristallisé déjà à l'avance dans vos actions. Cependant, si vous faites un rachat d'actions, évidemment, vous ne pourrez pas prendre cette DGC-là parce que ça va vous créer un dividende. Donc, le résultat final, ça serait ça ici. Donc, pourquoi on a mis une GESCO entre vous et la société? Dans le fond, c'est pour que, au fur et à mesure que PAIN va faire de l'argent, votre fille va racheter le contrôle des actions ici, supervotantes, et sans que ça vous crée un impact directement en vous. Donc, ça peut être un dividende intersociété non imposable. Et donc, c'est ça. Donc, les surplus, donc l'argent pour votre retraite, va être dans GESCO numéro 2. Donc, ici, vous allez donc pouvoir sortir cet argent-là au fur et à mesure que vous en aurez besoin. Après ça, on a mis les nouvelles actions ordinaires. Dans le fond, on peut les émettre à un prix forfaitaire, par exemple, de 1 $ l'action, puisque toute la valeur des actions est maintenant rendue dans les actions privilégiées. Donc ici, votre fille va pouvoir investir dans la société pour, par exemple, 1 $. Et Jean, on a mis des actions ordinaires aussi, 9 % comme vous le désirez. On n'a pas mis 10 % parce qu'on ne voulait pas qu'il soit actionnaire déterminé. Ensuite, oui, GESCO numéro 2, on a mis vous-même parce qu'on pensait que 2,5 millions, c'était pas assez pour votre retraite. Donc, vous allez pouvoir encore avoir de la plus-value pour votre retraite. Ensuite, Charlotte a 70 % des actions et on a aussi inclus une fiducie à dividende discrétionnaire, désolé. Donc, vous allez toujours avoir le contrôle de la société. La fiducie ici, on vous a mis le détail ici. Donc, les avantages au niveau de la revente, multiplication de la DGC, fractionnement de revenus, possibilité d'inclure les petits-enfants futurs, attention par exemple à la taxe, pas de verser du dividende aux enfants mineurs. Et, oui, si on peut continuer. Donc, je vais maintenant céder la parole à Benjamin qui va vous parler de la rémunération de Jean Brodeur. Merci. Donc, vous vouliez vous assurer de garder M. Brodeur dans l'entreprise et vous vouliez avoir des options pour augmenter son salaire sans nécessairement augmenter le montant d'argent qu'il reçoit sans nécessairement augmenter son salaire. Donc, je vous présente ici différentes façons que vous pouvez augmenter sa rémunération. Vous pouvez soit lui verser des options d'achat d'actions qui seront seulement imposables que lorsqu'il va les revendre et créer un gain en capital, puisque votre société est une SPCC. Aussi, vous pouvez lui verser un dividende puisque maintenant il sera actionnaire, mais comme Caroline l'a dit, faire attention de ne pas dépasser la limite du 10 %. La différence entre un salaire et un dividende, ce n'est pas très grand, mais l'avantage d'un salaire, c'est qu'il va permettre de diminuer le revenu imposable de la société et qu'un dividende
M. Brodeur pourra bénéficier d'un crédit d'impôt pour les dividendes. Il y avait aussi une question pour l'automobile de M. Brodeur. Donc, présentement, il reçoit une allocation pour l'utilisation de son automobile. Mais vous vouliez avoir d'autres options aussi. Donc, il y a la première option qui c'est lui verser une allocation ou louer une voiture pour lui. Donc, au tableau aussi, on voit les différents détails, les différents calculs. Pour faire rapidement, l'option la plus avantageuse, est-ce qu'on vous recommande de faire, c'est de louer une auto au montant de 550 $ par mois. Et M. Brodeur, lui, pour sa part, devra s'imposer sur un montant de 1056 pour ce qui est des allocations qu'il reçoit et un autre montant de 1056 pour les frais de fonctionnement. Si on peut continuer. Il y avait aussi d'autres points par rapport au crédit pour recherche et développement. Il y a différents critères à respecter. Ils sont au tableau. Il y a aussi 20% des dépenses qui seront admissibles pour toutes les entreprises sans maximum, et un 15% pour les SPCC, maximum de 3 millions. Donc, on parle ici encore de la différence entre les salaires et les dividendes. Vous pouvez voir que grâce au principe d'intégration, il n'y a pas trop de différence, mais dépendamment de ce que l'entreprise veut faire, elle peut choisir soit les salaires ou soit les dividendes. Je peux continuer. Donc, comme on vous l'a dit, ma collègue ici vous a présenté la structure fiscale qui était la plus avantageuse pour vous à adopter, soit faire un gel successoral avec les différentes étapes qu'elle a mentionnées. On vous a aussi parlé des différents points pour M. Brodeur qu'il fallait absolument tenir en compte. Et mon collègue ici vous a parlé de l'impact pour vos impôts personnels et pour les impôts de la société. Donc, nous sommes maintenant libres à prendre vos questions et commentaires. Merci. On a les annexes, excusez-moi. Est-ce que vous avez d'imprimé les annexes, oui? Oui, on les a imprimés. Oui. Moi, je commençais par un retour sur l'automobile. Oui, on va présenter certaines ouais, options. On pourrait peut-être clarifier ça un peu si on retourne à la... Juste nous dire qu'est-ce que vous nous conseillez. Okay. Bien, c'est sûr que on conseille vraiment l'allocation parce que du côté de M. Jean aussi, c'est plus avantageux de prendre l'allocation. On a pris pour hypothèse, par contre, que les dépenses étaient payées par Jean. Donc, ce n'était pas l'entreprise qui payait les... comme c'est déjà, dans le fond. Donc, dans ce cas-là, l'allocation revenait à 6 600 par année, donc 550 par mois. Et puis, du côté de Jean, bien là, on voyait qu'il y avait une allocation. Ça c'est pour l'allocation. L'allocation est imposable, les dépenses seraient déductibles. Puis après ça, l'allocation, excusez-moi, la location, ce serait 2112 qui serait imposable. Par contre, on peut réduire de moitié l'avantage quand c'est utilisé à plus de 50% pour l'emploi. Donc dans ce cas-ci, c'était le cas, donc on peut réduire ça à 1056. Pour les frais de fonctionnement, c'est le moindre de ces deux-là. Le deuxième serait seulement utile ou utilisable dans le même cas qu'un peu plus haut, si c'est plus de 50% pour l'emploi. Donc dans ce cas-ci, ça l'était aussi. Donc les deux avantages seraient 1056. Fait qu'on parle de 2112 pour monsieur d'imposition, puis pour, dans l'autre cas, ce serait de 3012. Donc on voit qu'il y a quand même une différence de 1000 $. Puis pour la société, ça coûterait 10 800. Donc, point de vue financier, ce serait plus avantageux, l'allocation définitivement. Je ne sais pas si c'était la question ou si c'était l'allocation de 900, vous dites que l'allocation est imposable. Est-ce qu'on pourrait juste la changer peut-être pour changer quelque chose pour que ce soit plus avantageux? Bien, ici, ça serait fait au kilomètre, puis on pourrait savoir le nombre de kilomètres, tout ça. Il y a une allocation qui est raisonnable, c'est entre 50 et 60 sous par kilomètre. Donc, ouais. Deux petites questions rapides. Vous m'avez refusé mes billets pour aller voir le Canadien, l'Impact et tout. Sauf que souvent, quand je vais, c'est avec des clients. Ça, je sais que je ne l'avais pas mentionné, je ne l'avais pas précisé quand on s'était parlé la dernière fois. Donc, je me demandais si je vais tout le temps avec des clients dans le but de gagner des contrats d'affaires ou d'espérer en gagner un. Est-ce que le traitement peut changer ou malheureusement, ça reste non déductible pour moi? Donc, ça reste non déductible. C'est vraiment spécifié dans la loi que tous les clubs sportifs, ces choses-là sont non déductibles. Un peu comme le golf. Le golf, ces choses-là. Ça serait la même chose. Ouais. Parfait. Puis, bon, là, les règles d'attribution s'appliquent pour mes enfants, pour ma femme et tout. Avez-vous quelque chose à me conseiller? Parce que dans le fond, moi, mes enfants, je fais ça pour qu'ils apprennent à gérer de l'argent. Des REEE, dans le fond, c'est pas eux qui vont gérer cet argent-là. On s'entend que je fais ma cotisation. Ma femme n'a fait aucun revenu. Fait que, auriez-vous une petite idée que je pourrais quand même
trouver un moyen d'y attribuer de l'argent parce que là, j'ai un salaire de 150 000, les dividendes, Ouais, ben, location. c'est un peu pour ça aussi qu'on a mis la fiducie, là, pour justement faire sonner votre revenu familial. C'est certain que les enfants mineurs, il va y avoir la crédit taxe qui va s'appliquer, ça, vous ne pouvez pas vous en passer. Sauf que pour les enfants majeurs, vous pouvez leur donner, comme par exemple, un petit peu d'argent. Sinon, vous pouvez faire évidemment un don, mais encore là... Ou si jamais, pour les enfants qui sont majeurs, s'ils s'impliquent dans l'entreprise d'une façon quelconque pour les verser un salaire tant que le salaire est raisonnable. Oui, c'est ça. Pour les enfants mineurs aussi, là, c'est une possibilité, mais il faut que ce soit raisonnable. J'ai une petite inquiétude quant à la suite de la planification. Les actions super votantes. Dans la Ouais. mesure où éventuellement, moi, je vais donner le contrôle à ma fille avant de me retirer. Ouais. On a fait de la cristallisation sur ces actions-là. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là, au transfert qu'il faudra faire attention ou comment vous pensez procéder pour transférer le contrôle à ma fille ensuite? Ben, c'est ça. Dans le fond, pour ces actions-là, il y a principalement deux options. Soit que vous vendez directement à l'externe à votre fille. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas si c'était ça la question. En main propre ou dans la société Gesco? Non, en main propre à votre fille, sauf qu'il faudrait qu'elle trouve 2,5 millions pour vous racheter. Donc, c'est pour ça que cette option-là est plus ou moins valable. La deuxième option, ce serait le rachat des actions. Donc, entre Gesco et Gesco, je pense que c'était le numéro 2, si je ne me trompe pas, et Pain, là, ça créerait un dividende intersociété non imposable. Et là, dans le fond, elle rachèterait le contrôle. Et évidemment, vous auriez encore un petit peu de contrôle avec les 30% d'actions que vous avez dans l'autre société de gestion qui détient Pain. Pour que, comme on vous le disait, là, pour augmenter encore plus votre plus-value. Mais à ce niveau-là, la cristallisation, dans le fond, si on fait un dividende, si on fait un rachat entre les deux, tout ce que ça créerait, dans le fond, c'est une perte en capital. Mais malheureusement, étant donné que c'est une transaction avec la société que vous contrôlez, elle serait refusée. Mais... Merci beaucoup. Merci, bonne chance. Merci.